Kevin Lee Poulsen. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais dans les années 80-90, c'était l'un des pirates informatiques les plus recherchés aux USA. Il était l'un des hackers les plus prolifiques de sa région, mais est tombé à cause d'une erreur banale et d'un ego surdimensionné. Je ne crains rien ni personne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour sur l'histoire du hacker qui a hacké une Porsche pendant qu'il était en fuite avant de disparaître. Kevin Lee Poulsen naît le 30 novembre 1965 à Pasadena en Californie. Il mène une enfance plutôt calme, entouré de son père adoptif et de sa belle-mère, deux fermiers âgés d'une quarantaine d'années. Ses amis le décrivent comme un enfant calme et timide, passionné non pas par les mangas, mais plutôt par les réseaux. Mais malgré tout, comme la plupart des jeunes, Kevin recherche des interactions humaines avec des gens de sa génération. Dans les années 70, les jeunes américains avaient trouvé un moyen assez particulier pour faire des rencontres, les chats téléphoniques. Le principe était simple, tous ceux qui souhaitaient rencontrer des gens composaient un numéro précis. Le répondeur automatique s'activait, délivrait un message préenregistré, puis pendant quelques secondes de pause, avant la répétition du message, l'usager criait son numéro de téléphone chiffre après chiffre. Could I have your number? 666 36 29. Toutes les personnes qui étaient en ligne à ce moment entendaient le numéro, le recopiaient et appelaient. On peut voir ça comme un ancêtre des réseaux sociaux. C'est par cette méthode que Kevin Poulsen rencontre une ado avec qui le courant passe plutôt bien. Il s'agit de Sean Randall. Les deux partagent les mêmes centres d'intérêt et ils discutent des heures au téléphone et se rencontrent même en face à face. Sauf qu'il y avait un gros problème emblématique dans les années 70, c'est que les appels téléphoniques coûtaient affreusement cher. En plus, ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et vous imaginez bien que peu de parents étaient prêts à se ruiner pour permettre à leurs enfants de parler avec de parfaits inconnus au téléphone pendant des heures. Alors pour éviter de payer les frais téléphoniques, des geeks se sont mis à trouver toutes sortes d'astuces pour appeler gratuitement. Et c'est l'explosion de ce qu'on appelle le phreaking. Le phreaking, c'est l'art de pirater les systèmes téléphoniques pour contourner les coûts et passer des appels gratuitement en explosant leur vulnérabilité. Par exemple, le phreaker Captain Crunch a découvert qu'en sifflant simplement dans un sifflet fourni dans des paquets de céréales, il pouvait perturber la fréquence téléphonique et appeler gratuitement. Comment expliquer cela, si ce n'est pas la sorcellerie? Tout ça, eh bien, ça intéressait fortement notre ami Kevin Poulsen. I got started in the when I was a teenager in the early 80s. Hacking the phone company without a computer, so they called it phone phreaking back then. So it was a lot of social engineering and a lot of some electronics. Eventually, I got a computer, started hacking and doing some rudimentary hacking into telephone company systems, like Cosmos was my first one. Très tôt, il se passionne alors pour les réseaux téléphoniques et devient une petite référence dans le domaine sous le pseudonyme de Dark Dante. Ses parents d'ailleurs ne comprennent pas grand-chose aux activités de Dark Dante, mais ils l'y encouragent tout de même et l'inscrivent à la Valley Alternative Magnet à Van Nuys. Alors il s'agit d'une école spécialisée qui encourage les élèves à explorer des approches alternatives en éducation, favorisant la créativité et l'innovation dans des domaines comme la technologie. Là-bas, les enfants sont donc poussés à prendre leurs propres décisions et à explorer leurs passions. Et ça tombe bien car Kevin s'ennuie horriblement à l'école et a fait le choix de passer ses journées à jouer à des jeux vidéo. Et la nuit tombée, eh bien Kevin Poulsen se transforme en Dark Dante pour explorer ses passions illégales, le phreaking et le phishing. Le phishing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art de tromper les gens en se faisant passer pour une source légitime afin de leur voler des informations sensibles, un peu comme un pêcheur qui appâte avec un verre bien juteux pour attraper des poissons naïfs.
Alors là, clairement, les parents de Kevin sont perdus. Mais ils ne désespèrent pas et lui offrent un ordinateur TRS-80 pour ses 16 ans en 1982. Kevin est aux anges. Le TRS-80 est l'un des 3 premiers micro-ordinateurs grand public fabriqués dès 1977 par Tandy RadioShack. Avec son interface en couleur et son MS-DOS 2, c'était une machine de rêve pour un pirate de la téléphonie. Un an plus tard, en 1983, l'année de ma naissance, Kevin Poulsen rencontre un autre phreaker, c'est-à-dire un autre pirate des téléphones, lors d'un chat téléphonique. Il s'agit de Ronald Austin. Austin venait de terminer son premier trimestre d'études en physique à l'UCLA, l'université de Californie à LA, plus connue sous Los Angeles, qui n'est rien d'autre que l'une des universités les plus réputées de toute la Californie. Ce Ronald Austin a 2 ans de plus que Kevin et est donc lui aussi passionné de phreaking. Par contre, il est quand même un peu moins doué que lui et c'est pour ça que Kevin lui enseigne tout son art. En quelques mois, Ronald Austin devient un hacker accompli sous les conseils du jeune Kevin. Retenez bien ce nom car Ronald Austin va jouer un rôle important dans l'histoire de Kevin Poulsen. Et ils ne vont pas tarder à se faire remarquer. Toujours en 1983, Kevin et Ronald décident de s'introduire dans le réseau ARPANET de l'Université de Californie à LA. ARPANET, c'est un peu comme le précurseur d'Internet. C'est un réseau créé par le département de la défense des États-Unis pour connecter des universités et centres de recherche, permettant ainsi le partage de données et d'informations à distance. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'ancêtre d'Internet était tout de même un réseau militaire et hautement surveillé. Enfin, en théorie. Car les 2 complices arrivent à mettre la main sur un numéro de téléphone qui leur donne accès au réseau du Pentagone et ça leur permet de s'y introduire régulièrement comme si ils étaient à la maison. Sauf qu'un jour, Kevin commet l'erreur de se loguer avec son véritable nom. And then I got diverted from the whole phone phreaking thing when I picked up a dial-up on a BBS for what turned out to be a system at UCLA used by graduate students. I guessed a password, which was an easy thing to do back then, and got into a Unix shell for the first time, and got very excited and learned the man command, and then from there started figuring out what Unix was and how everything worked, and then I discovered the telnet command and realized that this computer was on something called the ARPANET. And from there I just went nuts and started hopping all around the ARPANET and doing one university machine after another. I think there were a couple defense contractors. Et Austin, lui, de son côté, se fait partiellement repérer lors d'une intrusion dans les locaux de l'université. Le 22 septembre 1983, le procureur de LA confisque alors l'ordinateur de Kevin et le relaxe parce qu'il est encore mineur. Quant à Austin, eh bien, lui n'a pas cette chance, car il avait déjà 19 ans, ce qui en fait un adulte aux USA. Il sera alors inculpé pour 12 chefs d'accusation, dont celui de accès malveillant à des réseaux. En fait, il est accusé d'avoir utilisé la Commodore 64 de sa maison pour s'infiltrer plusieurs fois dans l'ARPANET et d'avoir eu accès à des informations critiques du département de la défense. La cour lui reproche aussi d'avoir craqué les réseaux de 14 universités, sites militaires et organisations de recherche privées jusqu'en Norvège. C'est pourquoi le 26 juin 1985, il est condamné. Il passe presque 2 mois en cellule et est placé en période de probation pendant 3 ans, durant lesquels il doit effectuer 600 heures de travail communautaire. En parallèle pour Kevin, qui s'en sort plutôt bien, grâce à son âge, il est embauché en 85 comme programmeur par SRI International et Sun Microsystems, qui aujourd'hui a été racheté par Oracle en 2010. D'ailleurs, il faut aussi savoir que le Pentagone, qu'il a piraté par le passé, le recrute en tant que consultant informatique. Et même l'Institut de recherche de Stanford, qu'il avait aussi hacké, l'engage pour enseigner aux responsables militaires comment sécuriser leur propre réseau. À ce moment, Poulsen est reconnu comme un hacker de talent et est payé par l'État pour ses propres hacks.
Et cerise sur le gâteau, eh bien il a un salaire plutôt assez élevé. Tout ça alors qu'il n'a que 20 ans. On peut clairement dire que c'est un modèle de réussite sociale. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le 8 février 1988, un incident banal se produit dans un service de stockage d'Atherton en Californie. Un client oublie de payer les frais d'un local. La procédure dans ce genre de cas, c'est clair. Il faut faire sauter la serrure du box. Et c'est ce que le propriétaire va faire. Sauf qu'il va tomber sur quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des tonnes de matériel, d'outils et d'équipements téléphoniques, dont plusieurs appareils appartenant à Pacific Bell, qui aujourd'hui a été racheté par AT&T. Mr. John Von Broch, enquêteur pour Pacific Bell, arrive immédiatement sur les lieux et n'en croit pas ses yeux. Voici la déclaration qu'il fait rapidement aux médias. Nous avons trouvé un casier de stockage qui contenait des pièces d'équipements électroniques, des téléphones publics et des impressions d'ordinateurs, y compris une impression du numéro non publié de l'ambassade soviétique à San Francisco. Ce n'est pas le genre d'équipement ou de matériel que l'on achète dans une brocante ou que l'on trouve dans une benne à ordures. Il s'agit manifestement d'un bien volé. Alors qui a bien pu faire un coup pareil ? Eh bien vous vous en doutez peut-être, puisque c'est l'objet de la vidéo, c'est Kevin Poulsen. Le box est enregistré à son propre nom. Mais pire encore, les enquêteurs trouvent une photo souvenir montrant 3 individus en train de crocheter la serrure d'un central téléphonique de Pacific Bell. Une autre photo montre les 3 larrons en train d'utiliser le matériel volé. On y voit donc clairement Kevin Poulsen et aussi 2 autres personnes facilement identifiables qui sont aussi connues de la communauté de hackers de l'époque. Il s'agit de Mark Lotor et Robert Gilligan. I was collecting old phone equipment, some of it which I took out of central offices. They were decommissioning their old step-by-step equipment and replacing them with ESSs. And so as they decommissioned the old gear and marked it for scrap or tore it out, I was salvaging some of it in the middle of the night. And leaving it in the storage locker, I got behind on the bill and they cracked it open and they said, well, this doesn't look right. And they called the phone company and anyway. En réalité, pendant toutes ces années, malgré une situation professionnelle enviable, Kevin n'a jamais cessé de pirater des réseaux informatiques. C'était plus fort que lui, comme une addiction dont il n'a jamais réussi à se détacher. Chaque intrusion, chaque exploit technologique était pour lui une montée d'adrénaline impossible à abandonner, comme un toxicomane incapable de tourner la page. On découvrira plus tard qu'en 87, alors qu'il travaille pour Sun Microsystems, qu'il a réussi à voler une bande magnétique contenant un document classé secret défense et qui contenait lui-même les plans de vol d'un exercice militaire impliquant des centaines de parachutistes. Dark Dante s'est aussi introduit dans le réseau MassNet appartenant à l'armée américaine pour gérer les communications logistiques liées au transport aérien militaire et il s'est aussi introduit dans plusieurs autres transmissions militaires. L'une des bases de données compromises par Poulsen contenait aussi des informations sensibles sur des investigations fédérales du dictateur philippin Ferdinand Marcos et l'américain Civil Liberties Union. Et pour ne rien arranger, il s'est aussi infiltré dans plusieurs bâtiments de Pacific Bell via de fausses identités avant de crocheter les serrures de plusieurs centraux téléphoniques et voler des équipements rares, du matériel de commutation, des manuels et des appareils de test. Tout ça non pas pour de l'argent palpable, mais juste des trophées volatiles. Par exemple, l'un de ses plus gros butins de guerre contenait une liste de plusieurs sociétés écrans utilisées par le FBI pour dissimuler ses activités. Cette fois-ci, car ce n'est plus un petit ado, le 19 octobre, après 2 ans d'investigation, Kevin Poulsen est accusé de 19 crimes dont l'espionnage pour le compte d'une autre puissance. Du coup, comme tout bon hacker de l'époque, eh bien il prend la fuite quelques jours avant sa comparution. Et c'est là que commence la cavale de Kevin Poulsen. Pendant 17 mois, il va narguer le FBI et les agents d'investigation de Pacific Bell. Pendant sa cavale, il va même réaliser son hack le plus célèbre.
le vol d'une Porsche offerte par une station radio locale basée à Los Angeles en Californie. Lors d'un jeu concours, cette station radio promet au 102e auditeur de lui offrir une Porsche, 20 000 $ et des vacances tout frais payés à Hawaï. Poulsen n'hésite pas une seule seconde. Rappelez-vous, on a affaire à un pro des réseaux téléphoniques. Il prend alors le contrôle de toutes les lignes téléphoniques et s'arrange à être le 102e appelant et rafle la mise et se fond à nouveau dans la nature. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que pendant sa fuite, il arrive à se faire arrêter pour un délit mineur. Mais Kevin a réussi à produire de faux mandats fédéraux pour être relâché sans que personne ne se doute qu'il s'agit d'un des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. On peut donc dire que Kevin Poulsen est insaisissable. Jusqu'à ce qu'une émission décide de s'intéresser à lui. Le 10 octobre 90, l'émission télévisée qui s'appelle Mystère non résolu fait un reportage sur l'affaire Poulsen. Pile au moment où son visage est affiché à l'écran, la ligne téléphonique de l'émission tombe bizarrement en panne et personne ne peut contacter la chaîne pour donner des informations sur lui. Dark Dante, alias Kevin Poulsen, croit avoir gagné une fois de plus. Mais on peut dire qu'il n'a pas été assez rapide. Car un employé du supermarché où il fait régulièrement ses courses, dans la banlieue de Los Angeles, a vu son visage et l'a reconnu malgré qu'il s'était teint les cheveux en blond et qu'il conduisait un vieux van blanc des années 70 pour passer inaperçu. Le 11 avril 1991, Kevin s'apprête à quitter son supermarché peu avant minuit et Poulsen est simplement arrêté par le vigile du magasin avant d'être escorté par l'agent spécial Terry Hatchley. Dark Dante est accusé de 13 chefs d'accusation, dont plusieurs intrusions dans les locaux de Pacific Bell et les réseaux de l'armée. 4 hackers qu'il a formés acceptent de témoigner contre lui. Dans l'attente de son procès, il passe 20 mois à la prison de San José. Là, cette fois-ci, il risque gros, mais très gros. C'est-à-dire plus de 100 ans de prison et 5 millions de dollars d'amende. Il finit donc par plaider coupable en 1994 pour 7 chefs d'accusation et est condamné à 51 mois derrière les barreaux en 1995. C'est le premier Américain à recevoir une sentence aussi lourde pour du piratage informatique. Kevin Poulsen est finalement libéré en 1996 avec en contrepartie l'interdiction d'utiliser un ordinateur ou internet pendant 3 ans. Et contrairement à Kevin Mitnick, sur lequel je vous ai aussi fait une vidéo, Poulsen laisse derrière lui son passé criminel. Il devient journaliste en cybersécurité pour Security Focus, rédige le best-seller Kingpin, qui servira de base au film Black Hat avec Chris Hemsworth, en tête d'affiche en 2015. Il fonde aussi un blog, Thread Level, qui est encore aujourd'hui une référence. En 2006, il réussit à identifier 744 criminels sexuels qui utilisent MySpace pour solliciter du sexe de la part de mineurs et fait coffrer l'un d'entre eux, Andrew Lubrano. En 2013, il crée la plateforme d'échange sécurisée pour journalistes SecureDrop et devient membre de la Fondation pour la liberté de presse. Aujourd'hui, Kevin Poulsen a laissé derrière lui Dark Dante et son passé sombre. Il est auteur, conférencier et consultant en informatique. Une sortie de prison qui tranche radicalement avec celle d'un autre hacker qualifié de Most Infamous Hacker, Kevin Mitnick. Encore un Kevin. Vive Kevin! Allez voir ce mini documentaire que je vous ai fait sur lui car ça vaut aussi le détour. Ou alors faites aussi un tour sur cet autre mini documentaire du hacker souriant algérien Hamza Bendelaj. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire sur quel autre hacker vous aimeriez bien que je fasse un mini documentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.